tous, chers collègues. Alors, je vais quant à moi vous parler d'une nouvelle stratégie de traitement focal ciblée dans le cadre d'une étude vraiment préliminaire, une étude pilote chez 10 patients. Cette étude a été sponsorisée par Coelis, avec qui d'ailleurs je travaille depuis pas mal d'années, plus de 10 ans. Ça fait partie de mes conflits d'intérêts. Alors, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que clairement le traitement focal est une opportunité et une perspective très séduisante pour beaucoup de patients. Mais là, on a parlé beaucoup de caractérisation, de toutes les innovations de ces 5 dernières années, l'IRM, le guidage, la fusion d'images, et on sait maintenant qu'on peut améliorer ce traitement focal. Il y a actuellement 6 ou 7 types d'énergie utilisées, mais on parle souvent très peu de stratégie. On parle de thermoablation, d'ablation par le froid. On parle très peu de stratégie de guidage d'un traitement focal et d'un traitement plus ciblé. Donc ça, c'était vraiment notre objectif de départ avec cette étude, pouvoir utiliser une énergie, et là je vais vous parler des micro-ondes, une énergie qui soit répétable, reproductible, et qui soit vraiment adaptée à un traitement rapide et à un traitement précis, et pouvoir guider ce traitement avec de la fusion d'images, pouvoir retrouver une lésion, et évidemment on connaît tous ici la station Trinity qui est vraiment adaptée pour ce type de guidage. Alors dans cette étude Faustine, qui est vraiment une étude pilote, en réalité nous n'avons pas évalué que les micro-ondes, nous avons choisi cette énergie qui n'avait jamais été utilisée dans la prostate, qu'on appelle VLL, Very Low Loss, donc avec des pertes faibles, ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi dans nos études précliniques on avait une répétabilité très satisfaisante des ablations tissulaires qu'on obtenait ex vivo. Et nous avons évalué aussi évidemment la capacité de Trinity à pouvoir réaliser ce traitement avec précision. Et c'est donc vraiment un critère de précision qui était le critère d'évaluation principal, ce n'était pas un critère oncologique. Évidemment, c'était une première étude, vous voyez qu'on a inclus que 10 patients, c'était un critère de précision, J7 sur une IRM de contrôle en post-opératoire, qui nous permettait d'évaluer si oui ou non on pouvait obtenir un recouvrement complet de la cible, du volume de la tumeur index chez ces patients, donc 100% de nécrose. Il y avait évidemment un certain nombre de critères secondaires qui sont les critères habituels, et parmi eux, il y avait un critère oncologique qui était les biopsies à 6 mois. Alors au départ, on avait l'autorisation de traiter 3 patients uniquement, puis vu les bons résultats, la NSM nous a autorisé à en traiter 10 en tout, avec tout de même des critères d'éligibilité qui étaient assez stricts. Tout d'abord, nous avions décidé d'utiliser la voie transrectale. Alors à l'époque, il faut aussi se remettre dans le contexte, on était en début 2017, les biopsies transpérinéales se faisaient encore très peu, et dans notre esprit, il était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus simple de retrouver une lésion en utilisant la même voie d'abord que celle qui avait été utilisée pour le diagnostic de cette lésion. Et donc, nous avions décidé d'opter pour la voie transrectale, avec bien sûr ce risque en termes de safety, qui est de proposer une thermoablation par voie transrectale. Et donc, dans les critères d'éligibilité, il y avait bien sûr la nécessité que la cible soit à plus de 5 mm du rectum, mais vous voyez qu'on pouvait inclure des patients de risque intermédiaire, pas que du risque faible, puisque on pouvait avoir des tumeurs index qui comportaient jusqu'à 50% de grade 4. Alors, les micro-ondes, j'en ai dit déjà quelques mots, donc bon, ça entraîne une nécrose de coagulation qui a des particularités, en particulier la particularité d'avoir un contour très net, de ne pas entraîner d'effet comète le long de l'applicateur, et surtout de pouvoir être utilisé de manière très simple. On a un applicateur que je vais vous montrer dans un instant, qui a en fait la même forme que le pistolet à biopsie, qui existe à 17 gauges ou à 18 gauges, mais par voie transrectale, on a utilisé que l'applicateur de 18 gauges, donc vraiment strictement la même chose qu'un pistolet à biopsie, avec un temps de traitement qui était très court et vraiment adapté pour un traitement qui voulait être le plus précis possible. On avait d'abord étudié ces micro-ondes dans des études de simulation.
puis dans des études ex vivo, avec évidemment un biais très important qui était que malgré le fait que le tissu était réchauffé à 37 degrés, c'était des tissus non perfusés. Et donc les abacs de traitement que nous avions proposés, que nous avions évalués en ex vivo, étaient peut-être non adaptés. Et c'est bien pour ça qu'au départ, nous n'avions l'autorisation de traiter que 3 patients. Donc nous avons utilisé un générateur qui s'appelle le générateur Tato, qui a évolué un petit peu depuis, qui est le Tato 3, qui est disponible maintenant, et évidemment la station Trinity que vous connaissez. Et au début de l'étude, nous avons tout basé sur ces abacs prédictifs d'ablation dont je viens de vous parler, et que vous voyez ici. Donc ces abacs qui dépendaient principalement de deux critères, de 2 modes de réglage, soit le réglage de la puissance qui allait de 5 à 20 watts, ou le réglage de la durée. Et donc il y avait des abacs qui dépendaient principalement de la durée entre 2 et 5 minutes. Alors dans l'étude, je vous montrerai, on n'est jamais allé au-delà de 4 minutes. Et donc on s'attendait, voilà ce à quoi on s'attendait en termes de volume. Vous voyez qu'avec du 15 watts à 3 minutes, on pouvait obtenir une olive de nécrose qui faisait à peu près 25 mm de. Alors tous les patients ont été opérés sous anesthésie générale. La sortie était prévue que le lendemain, c'était écrit comme ça dans le protocole, mais clairement au vu des résultats, on aurait pu les prendre en charge en ambulatoire. Là, je vous ai représenté le workflow sur la station Trinity. Donc, pour ceux qui la connaissent, vous voyez, là, on est en train de définir la cible avec les logiciels qu'on avait à l'époque. Ensuite, on fait la reconstruction du volume à l'échographie. Et puis le contourage que vous allez voir juste maintenant. Donc là, on va faire le contourage échographique, ce qui va nous permettre de fusionner ensuite les 2 volumes avec ce critère qualité que vous voyez là, et de retrouver la cible à traiter exactement comme si on faisait des biopsies. La seule différence, c'est qu'au lieu d'introduire le pistolet à biopsie, on va introduire l'applicateur de 18 gauge, l'applicateur micro-ondes. Et là, la difficulté, c'était essentiellement de pouvoir anticiper en quelque sorte le volume de nécrose qu'on allait obtenir, l'olive de nécrose qu'on allait obtenir au bout de cet applicateur, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de logiciel de planification qui nous permettait de visualiser clairement quel serait ce volume. Donc vous voyez qu'on faisait des mesures en péropératoire qui pouvaient prendre beaucoup de temps, surtout sur les premiers patients. Et puis ensuite, la phase de traitement que vous voyez là, vous voyez que c'est un aspect un petit peu floconneux, on voit pas grand-chose, mais on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans la prostate. Grâce au logiciel, néanmoins, on pouvait faire des acquisitions successives pour être sûr à chaque fois qu'il n'y avait aucun mouvement. Alors la sonde était fixée grâce à un bras articulé, le Steady Pro, mais malgré tout, toutes les acquisitions successives qu'on faisait pendant les 3 minutes de traitement nous permettaient d'être sûrs que l'applicateur ne bougeait pas au sein de la prostate. Alors voici les patients. Donc, sur les 10 patients, vous voyez qu'il y en avait 3 qui avaient un petit peu de grade 4 dans leur tumeur index qui a été ciblé par le traitement. C'était des patients assez classiques. Vous voyez des volumes prostatiques qui n'étaient pas très élevés, ça allait jusqu'à 50-55 millilitres de volume. Là, je vous ai présenté les tumeurs index, en tout cas les tumeurs visibles en IRM. Il y avait beaucoup de tumeurs antérieures qui étaient liées évidemment aux critères d'exclusion des tumeurs qui étaient localisées à moins de 5 mm du rectum. Il y avait quand même néanmoins quelques patients qui avaient des tumeurs assez postérieures et un en particulier qui avait une tumeur assez médiane. Il y avait 2 patients qui avaient des grosses tumeurs plutôt antérieures et qui faisaient 19 mm et 18 mm. Et on verra que, dans un instant que c'est précisément ces tumeurs un petit peu complexes qui ont posé des difficultés techniques au cours de l'intervention. Là, vous voyez les durées opératoires. Donc, clairement, la durée de traitement, on s'y attendait, elle est très courte, hein, entre 3 et 6 minutes. 6 minutes parce qu'on a vu chez 2 patients, justement, précisément les 2 patients qui avaient un volume un petit peu complexe dans différents axes,
on a été obligé de réaliser 2 applications successives, ce qui explique les 6 minutes. Donc c'était 2 applications de 15 watts pendant 3 minutes. Et on avait eu évidemment des difficultés de ciblage, puisqu'on n'avait pas de logiciel de planification, ce qui explique la durée opératoire un petit peu longue, en tout cas pour un d'entre eux. Alors la première bonne nouvelle, et ce qui a poussé les autorités à nous laisser poursuivre cette évaluation, qui était vraiment une très bonne nouvelle d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait eu aucun effet indésirable de rapporter immédiatement, mais même après les 6 mois de suivi. L'étude prévoyait 6 mois de suivi, alors je continue à suivre ces patients, maintenant on doit avoir au maximum 2 ans de recul, et clairement il n'y a pas eu d'effet indésirable de rapporter chez ces patients. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, ils auraient pu sortir le jour même, ils auraient pu être pris en charge en ambulatoire. Néanmoins, dans le protocole, c'était prévu qu'ils sortent à J1, donc ils sont tous sortis à J1, mais le VA était de 0 dès la salle de réveil. Il n'y avait absolument aucune douleur rapportée par les patients. La deuxième bonne nouvelle, puisque en effet ça n'avait jamais été réalisé, c'est qu'on obtenait effectivement sur l'IRM à J7 une zone de nécrose qui était circonscrite, qui avait des limites très claires, et surtout qui correspondait à ce qu'on avait anticipé avec les ABAC, malgré le fait que ces ABAC avaient été réalisés ex vivo sur du tissu non perfusé. Donc ça, c'était vraiment une nouvelle très satisfaisante. Pour ce qui est du critère principal, je vous rappelle, le critère principal, c'était d'obtenir un recouvrement de 100%. Eh bien, ce critère a été obtenu, ce résultat a été obtenu chez 8 patients, donc 80% des patients. Alors là, je vous montre un exemple de patient chez qui ça s'est extrêmement bien passé. Il avait une petite tumeur, vous la voyez en T2, encore mieux en diffusion, et vous voyez à J7 sur le T1 injecté, vous voyez un recouvrement très clair de la zone, avec d'ailleurs la disparition, on n'en voit pas, mais la disparition complète de l'hypersignal en diffusion. Là, c'est un autre exemple, un des 2 patients pour qui on a eu qu'un recouvrement partiel. C'était précisément les 2 patients qui avaient un volume un peu plus élevé, donc un grand axe tumoral qui faisait 18 ou 19 mm, et surtout un grand axe qu'on pouvait retrouver dans différents plans. Et en effet, lorsqu'on utilise une seule voie d'abord, et en particulier la voie transrectale, on arrive de manière oblique, et on ne peut pas, avec simplement une ponction, couvrir l'ensemble de la tumeur lorsque le volume est un petit peu complexe et large dans plusieurs plans. Et donc, ce recouvrement, on l'a obtenu, il était partiel, il était de l'ordre de 30%, mais vous voyez que plus au niveau de la base, eh bien, clairement, il y avait encore de l'hypersignal en diffusion, et ça, c'est évidemment un mauvais signe. Donc, il y a une partie de la tumeur qui est restée non traitée, malgré le fait qu'on ait fait 2 applications successives, et ça, nous, on l'explique très clairement, du fait que c'est très difficile de manière cognitive de détruire 2 volumes qu'on ne voit pas en faisant en sorte que ces 2 volumes se chevauchent. Ça, on a beaucoup parlé de caractérisation avec les biopsies ciblées, on est tous d'accord pour dire que les biopsies ciblées cognitives sont moins performantes que aidées par un logiciel. Et bien là, c'est encore pire, je dirais, parce que là, c'est un volume, c'est vraiment un volume, et donc mentalement, c'est quasiment impossible. Alors pour ce qui est des objectifs secondaires, il y avait bien sûr un objectif fonctionnel. Sur le plan urinaire, vous voyez pas de différence, pas de troubles mictionnels surajoutés, même de manière très précoce. À J7, il n'y avait pas de troubles mictionnels chez ces patients. Aucun patient n'avait eu de sonde urinaire en péropératoire ou en post-opératoire. Ils avaient tous repris leur miction dans les 2 heures qui suivaient l'intervention. Et pour ce qui est de la fonction sexuelle, on avait le score fonctionnel érectile, et pour ce qui est de la fonction éjaculatoire, aucune différence. Alors évidemment avec cette limite qu'il n'y avait que 10 patients, donc sur le plan statistique, hein, ça peut être critiquable. Toujours est-il que cette première expérience clairement suggère que sur le plan de la safety, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, je vous ai parlé aussi de ce critère secondaire qui était le seul critère oncologique, et c'est normal dans une étude pilote. Hein. Très clairement, ce critère, on y attache beaucoup d'importance, mais dans une étude pilote, il est forcément au 2e plan, et c'est les biopsies de contrôle à 6 mois. Alors, ces biopsies de contrôle à 6 mois, elles ont été compliquées, tout simplement parce que le plus souvent, l'IRM réalisé à 6 mois, alors même que celui du 7e jour montre une
belles zones de nécrose, et bien à 6 mois, on ne voit plus rien. Donc c'est comme s'il ne s'était rien passé. Le volume a un petit peu diminué, puisque la prostate s'est affaissée, en quelque sorte. Et c'est forcément très difficile de retrouver une zone traitée. Je pense que tous les gens qui font des traitements focaux connaissent ce problème, retrouver une zone traitée qu'on ne voit plus. Et donc pour pouvoir essayer de retrouver le plus précisément ces zones traitées, on s'est aidé de Trinity, puisqu'il y a un archivage dans la machine de toutes les localisations, non seulement les localisations biopsiques réalisées chez le patient, et d'ailleurs pour la surveillance active, c'est aussi extrêmement intéressant de pouvoir retrouver exactement les emplacements des biopsies. Mais là, dans ce cadre de traitement focal, ce qu'on cherchait à retrouver, c'était l'emplacement de l'applicateur. Et donc ça, on peut le faire avec la machine, avec bien sûr un autre biais qui serait peut-être une erreur de recalage. Pierre en parlait il y a quelques instants, puisque lorsque le volume diminue trop, peut-être donc on a évoqué les 15%, peut-être qu'il peut y avoir une erreur de recalage lorsqu'on se base, en tout cas lorsqu'on veut faire un second look et en essayant de retrouver l'emplacement de l'applicateur. Toujours est-il que c'est ce qu'on a fait. Et en faisant de cette manière, chez les 8 patients chez qui on avait un succès initial à l'IRM, et donc chez qui on ne voyait plus rien à l'IRM, eh bien, les biopsies dans la zone traitée étaient normales chez 4 d'entre eux, et autour de la zone traitée aussi chez 4 d'entre eux. Malheureusement, chez 4 autres patients, malgré le fait que la zone traitée était indemne de tout envahissement tumoral, il y avait encore quelques cellules tumorales, quelques glandes tumorales autour, donc en périphérie. Et ça, clairement, ça pose évidemment la question des marges chirurgicales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette étude pilote, le sujet au début, quand on a débuté, notre frayeur, c'était plutôt de faire plus de mal que de bien. Et il y avait le sujet du rectum, évidemment, lié à la voie transrectale. Et donc, l'objectif initial, c'était pas forcément d'appliquer des marges importantes. Je sais qu'il y a des collègues qui pensent, je pense de manière assez dogmatique, qu'il faut au moins 9 mm de marge, quel que soit le volume tumoral. C'est encore des sujets qui sont très peu étudiés, très peu connus. Il y a très clairement une marge à appliquer puisqu'il y a une sous-estimation de la tumeur par l'IRM, mais ce n'était pas le sujet vraiment dans cette première étude. Il y a bien sûr des limites liées à la taille, puisque à l'époque, on pouvait réaliser de manière fine et précise qu'une seule application. On vient de le voir, nos 2 échecs étaient très clairement liés aux applications multiples, et donc la limite de taille de 20 mm était probablement une bonne limite lorsqu'on ne cherche à faire qu'une seule application de micro-ondes. Et évidemment, la voie d'abord, c'est évident que la voie transrectale n'est pas forcément adaptée, est loin d'ailleurs d'être adaptée pour toutes les localisations, et on l'a vu longuement au cours de cette session. Et donc, pour être vraiment précis et surtout pouvoir proposer un traitement personnalisé, il faut aussi utiliser l'approche transpérinéale, en tout cas adapter l'approche aux patients et à la localisation tumorale. Alors les perspectives, elles sont quand même très intéressantes, puisque maintenant on a un logiciel de planification qui nous permet de voir tout simplement et d'anticiper le volume que l'on va créer avec l'applicateur et qui dépend évidemment des réglages de la machine. Donc en fonction de la puissance et de la durée qu'on va utiliser, on adapte ce volume. Et encore plus que simplement voir un volume, on peut s'adapter à des volumes complexes, puisqu'on peut faire des applications multiples tout en gardant en archivage le premier volume, et donc adapter finalement l'ablation à ce qu'on a déjà retiré et des trucs comme tissu. Donc ça, c'est vraiment une innovation majeure qu'on va évaluer très prochainement. Je vais vous en dire deux mots. Bien sûr, la voie transpérinéale qui est tout à fait possible. Et enfin, cette perspective avec le robot Apollo qui permet d'assister l'opérateur tout simplement pour accroître encore la précision, tout d'abord en tenant la sonde et en la maintenant en bonne position, mais surtout pour retrouver le meilleur emplacement possible, puisque le robot est relié à la station Trinity et permet tout seul de retrouver la meilleure position de l'aiguille pour avoir le recouvrement le meilleur possible. Et donc tout ça, ça va être évalué prochainement dans une étude, cette fois-ci multicentrique, avec 10 centres. On a le projet d'inclure 100 patients et ça va démarrer en janvier, puisqu'on vient d'avoir l'accord du CPP. Et donc dans cette étude, la différence, c'est que le critère principal ne sera plus uniquement un critère de précision, ce sera un critère oncologique, donc avec des perspectives pour
pour les patients est vraiment quelque chose de très concret, de beaucoup plus pertinent sur le plan clinique, puisque ce critère principal reposera sur les biopsies à 12 mois. Voilà, donc je vous remercie. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce traitement est probablement précis, même s'il n'y a que 10 patients. Il est très clairement sûr, il n'y a eu aucun problème de safety, et notre objectif, c'est de démontrer maintenant sa pertinence sur le plan clinique avec les critères oncologiques. Voilà, je vous remercie.